Donc voilà, donc on va donc commencer à corriger la première fiche de révision. Donc je vous rappelle que il y a 4 thèmes. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous les montrer. Voyons voir. Donc on a en gros dans notre programme de deuxième année, hein, si on résume, on a 4 thèmes. Le calcul vectoriel. Donc dans le calcul vectoriel, il y a 4 notions. Les composantes d'un vecteur connaissant angle et norme, le produit vectoriel, donc calcul de coordonnées du produit vectoriel ou calcul de la norme du produit vectoriel ou la représentation dans un repère, et la notion de barycentre et centre d'inertie. Donc la fiche numéro 1 est une fiche de révision sur donc ce premier thème du calcul vectoriel. La fiche numéro 2 que je vous enverrai aujourd'hui sera sur la géométrie, donc réviser calcul de volume et la notion de section de solide. D'accord, donc ça va être ça l'objectif. Donc je vous ai pas mis une fiche très longue pour la fiche numéro 2, c'est vraiment se réentraîner à calculer un volume d'un solide un peu complexe et la section, faire une section de cube et de pyramide. Voilà. Le troisième thème, ce sera revoir les équations différentielles donc du premier ordre et du second ordre. Donc là, je vous préparais une fiche numéro 3. Et enfin, les statistiques avec l'estimation ponctuelle et intervalle de confiance et les tests d'hypothèse. C'est vraiment les choses qu'on a fait à la fin. Voilà les 4 thèmes. Donc, il faut s'attendre à ce que, à la sortie du confinement, si on a le temps, qu'on fasse une évaluation sur ces 4 thèmes-là. Ce qui vous donnera donc des notes au deuxième semestre pour compléter la seule note que vous avez et ainsi faire votre moyenne annuelle qui va devenir votre CCF. Donc Hugo, Hugo est parti. Bon, Hugo est parti, donc c'est pas la peine que je me répète. On y va, on corrige cette fiche numéro 1. Donc, alors, premier exercice, donc à chaque fois je vous ai remis, vous avez vu le thème et puis les différentes parties à réviser. Donc là c'était composante d'un vecteur connaissant angle et norme. Donc premier exercice, on vous dit de calculer en détaillant les coordonnées des vecteurs U et V dans le repère. Donc on a des vecteurs et on voudrait connaître ces coordonnées, mais c'est un calcul, c'est pas une lecture graphique, hein. Donc on n'attend pas quelque chose d'approché, on veut une valeur exacte. Donc qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Eh bien on doit se souvenir que finalement quand on connaît l'angle entre les vecteurs, l'angle finalement entre le vecteur I et le vecteur U, on va être capable de calculer ici le cosinus, on va être capable de calculer les coordonnées de U. Alors, qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Est-ce que... Oui, vas-y. Non, c'est pas pour ma part, ça me propose pas de voir le... Ah, pardon, j'ai oublié de partager. Pardon, excusez-moi. Il était temps que tu le dises. Donc là, je vous ai montré ça fait 5 minutes que je vous montre le programme, c'est pas grave, vous l'avez entendu. Donc, on est parti pour la visio, et cette fois, vous voyez donc notre fiche numéro 1. Ça va? Tout le monde le voit? Ouais, du coup. Ok, ouais, t'aurais dû intervenir plus tôt. Alors, il n'entend rien, Hugo, je suis désolé, j'ai pas de solution. Soit ça va arriver, soit t'écouteras la vidéo. C'est bon, ça marche, monsieur. Ok, super. Bon, on va commencer par corriger donc l'exercice les exercices de la fiche numéro 1. Alors, on en est dans les composantes d'un vecteur. Donc, ce vecteur, finalement, j'ai oublié de vous donner l'information de la norme là. Je suis désolé. Il manquait une information importante. J'ai complètement oublié de vous donner la norme du vecteur U dans l'énoncé.
Là, c'était pas de la lecture, hein, d'accord? Ici, ce qu'on voulait, c'était de calculer les coordonnées. Normalement, vous avez besoin de connaître l'angle, mais aussi de connaître la norme. Alors, la norme, j'ai oublié de vous la donner, je suis désolé. Donc, on avait comme norme du vecteur, je ne me rappelle plus combien c'était. Alors, on va le faire... on va à peu près... c'était à peu près... Là, ça devait être la norme égale à 3. C'est peut-être assez valable pour U, là. Et puis, la norme de V. Ok, la norme du vecteur V. Et donc, la norme du vecteur V, c'était à peu près égal à 2. Voilà. Et je vous les avais pas donnés. Donc là, ça a dû vous poser problème pour comment est-ce que vous avez fait pour calculer les... Pour calculer donc les... de toute façon, Timothée, tu m'avais dit que tu n'y arrivais pas. Je comprends bien que tu n'y arrives pas puisque j'ai oublié de vous donner les normes. Bon, bref. Alors, rappelez-vous, ces exercices, on en a fait en partie contrôle. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour calculer les coordonnées du vecteur U? Rappelez-vous que ici, derrière, quand on veut avoir les coordonnées, là, par exemple, d'accord, l'abscisse de A qui va se lire par ici et l'ordonnée de A, donc ce sera ici les coordonnées du vecteur U. Donc, vous avez l'abscisse de U qui va se lire ici, hein, et l'ordonnée de U qui va se lire ici. Derrière, c'est évidemment des histoires d'angles et de normes. Donc, vous avez des triangles rectangles. On est dans un repère orthonormé, donc orthogonal. Donc, on a des petits triangles rectangles ici. Et donc là, vous voyez bien que finalement, pour calculer l'abscisse de U, il vous suffit de connaître cet angle-là et cette norme. Et dans ce cas-là, on va appliquer le cosinus. Donc, on sait que U, c'est son abscisse sera la norme du vecteur U multipliée par le cosinus. Et donc, de quel angle parle-t-on là? Alpha. Alors, ok, on a ici cet angle alpha. Mais quand tu veux calculer... donc ici, ce sera cos alpha, donc cosinus, on peut l'écrire comme ça. Et la norme... ça, c'est bon pour l'abscisse du vecteur. Et donc, pour l'ordonnée, ce sera la norme de U fois le sinus de alpha. N'oubliez pas qu'il vous suffit de connaître cet angle entre I et U, l'angle orienté de vecteur entre I et U, qui s'appelle ici alpha, pour pouvoir calculer ses coordonnées. Et donc ça nous donne évidemment que U a pour coordonnées, donc là c'est ce qui vous manquait la norme, donc c'est 3 fois cosinus de 120 degrés et 3 fois sinus de 120 degrés. Alors, on est cosinus de 120 degrés. Bon, après, on peut prendre les calculatrices, évidemment. Mais en fait, 120 degrés, c'est 2π sur 3. Donc, quand on maîtrise un peu son cercle trigonométrique, hein, voilà. Quand on maîtrise son cercle, 120 degrés, c'est un angle, c'est 2π sur 3 radians. Il est à peu près ici, là, 120 degrés, ou 2π sur 3. Voilà, c'est cet angle-là. Et voyez bien que le cosinus de 120 degrés, c'est moins 1,5. Donc ici, ça va nous faire du U aura pour coordonnées 3 fois moins 1,5, c'est-à-dire moins 3,5. Et le sinus de 120 degrés, le sinus de 2π sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc ce sera 3 racine de 3 sur 2. Voilà les coordonnées de U. Mais encore fallait-il que je vous donne les normes des vecteurs et j'avais oublié de vous les indiquer dans la fiche. C'est bon pour vous? Ok. Maintenant, calculons les coordonnées du vecteur V. Donc le vecteur V, c'est norme de V multiplié par le cosinus. Alors le problème ici, c'est que autant alpha
120 degrés, c'était bien une mesure de cet angle. Mais là, le petit piège, c'est que le 41 degrés qui est indiqué ici, et vous voyez bien que c'est pas un angle orienté, c'est un angle géométrique. Et donc, il fallait penser à écrire la mesure de l'angle géométrique. Or ici, c'est pas 41 degrés, la mesure de l'angle orienté, c'est moins 41 degrés puisqu'on tourne dans le sens négatif. Le sens positif, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voyez bien que l'angle entre le vecteur V et puis notre vecteur I qui se trouve ici, hein, qui est il est comme ceci, le vecteur I là, c'est à cet angle orienté, c'est un angle orienté dont on a besoin et il fait moins 41 degrés si on reste en degrés. Et donc ici c'est donc moins bêta, je peux écrire, attention, c'était pas bêta qu'il fallait indiquer, mais moins bêta. Bêta était seulement la mesure de l'angle géométrique. Ça va pas être très important pour le cosinus parce que ça va pas changer grand chose, mais pour l'ordonnée, donc pour le sinus, ça va être important. Donc c'est le sinus de moins bêta. Ce qui nous donne que le vecteur V a pour coordonnées donc 2 cos moins 41 degrés et 2 sinus moins 41 degrés. Ce qui nous donne un vecteur qui a pour coordonnées, alors là il faut utiliser sa calculatrice. Là cette fois on n'est pas sur quelque chose de simple, hein, 41 degrés, donc il faut vérifier que votre calculatrice soit en degrés, pas en radians, sinon ça vous donnera pas les mêmes mesures, et dites-moi combien vous trouvez pour les coordonnées de V. Je vérifie de mon côté là que on est. Alors là, je suis en radian, donc je repasse en degrés. Ok. Et donc, alors c'était le calcul, c'était 2 cosinus moins 40, donc 2 fois cosinus moins 41. Ok, moi je trouve environ du 1,5 en abscisse. Ouais, je ferais pareil. Ok, donc environ 1,5 en abscisse. Et en ordonnée, on fait pareil avec sinus. Si vous ne trouvez pas pareil, c'est que sûrement que votre calculatrice est en radian. Et donc on trouve environ moins 1,3 comme valeur. Ça va? Alors, ce qui est important, une fois que vous avez trouvé les coordonnées, que ce soit pour le vecteur U ou pour le vecteur V, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. En tout cas, c'est de vérifier que c'est cohérent par rapport à nos vecteurs. Donc, regardez notre vecteur U, là. On avait une abscisse négative et une ordonnée positive. Est-ce que c'est bien le cas? Ben oui, vous voyez bien qu'on a bien ici, on se décale bien vers la gauche, donc l'abscisse est négative, et on se décale vers le haut, donc l'ordonnée est positive. Le vecteur V, on se décale vers la droite, donc ça fait une abscisse positive, et on se décale vers le bas, donc c'est une ordonnée négative, exactement ce qu'on a trouvé. Ok? Bon, voilà pour cet exercice, donc je m'excuse encore une fois d'avoir oublié les normes, ça a dû vous poser problème, et peut-être que vous avez seulement fait de la lecture graphique, mais là, c'était pas de la lecture graphique qu'il fallait faire. Ok. On continue. Donc, on passe maintenant à un autre savoir-faire, le produit vectoriel, qu'on a pas mal utilisé en co-intervention avec le prof de mécanique, puisque c'est vraiment un outil très important en mécanique sur les moments des forces en particulier, et les torseurs et tout ça. Alors, exercice 2. On a deux vecteurs, on nous donne les normes de U, norme de V, et l'angle entre les deux vecteurs, et on nous demande de calculer la norme du produit vectoriel U vectoriel V. Donc là, il vous suffisait seulement de revenir voir la formule de la norme du produit vectoriel. Et là, on a une formule toute faite que vous deviez connaître par cœur et qu'on avait
je vous avais même redemandé en contrôle. Rappelez-vous que pour calculer la norme d'un produit vectoriel, c'est la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue de sinus de l'angle UV. On a une formule comme ça, toute prête, qui nous permet de calculer la norme d'un produit vectoriel. La norme de U, c'est 4. La norme de V, c'est 5. Et donc, il faut multiplier par la valeur absolue du sinus de 213 degrés. Alors, regardons ce que c'est que le sinus de 213 degrés. Donc, on revient sur sa calculatrice. On tape, on est en degrés, hein, sinus 213. Et sinus 213, ça fait environ moins 0,54. On va arrondir à 10 moins de près. Donc, environ moins 0,254. Moins 0,54, je crois, j'ai dit. C'est ça. Voilà. Donc là, à partir de cette ligne-là, c'est environ égal. Donc, vous mettez environ égal. Et donc, comme c'est une valeur absolue, évidemment, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc, c'est l'ombre positif. D'accord? La valeur absolue de moins 0,54, c'est 0,54. Donc, c'est 20 fois 0,54. Ce qui nous donne bon, j'aurais pu le faire à deux têtes, c'était quand même pas dur, 10,8. Donc ça nous donne environ 10,8. Voilà la norme du produit vectoriel de U par V. C'est bon, vous vous rappelez de cette formule, même si voilà, on l'a pas beaucoup utilisée. Mais voilà, on a une petite formule directement. Quand on connaît l'angle et qu'on connaît la norme de chacun des vecteurs, on peut facilement calculer la norme du produit vectoriel. Alors, ce qu'on a beaucoup plus utilisé, par contre, c'est quand on connaît les coordonnées des deux vecteurs et qu'on cherche à calculer les coordonnées du produit vectoriel. Donc ça, c'est souvent quelque chose que vous maîtrisez mieux parce qu'on l'a fait plein de fois. Donc, on se souvient que une des méthodes, c'est de rajouter... On peut rajouter comme ça les coordonnées, donc 1, moins 2, 0, 5, moins 6, moins 2. On re-rajoute les deux premières lignes, c'est-à-dire 1, moins 2, 5, moins 6. Puis, on barre la première ligne. Et ensuite, on fait des petits produits en croix. D'accord ? Donc on sait que ce produit en croix là, c'est-à-dire ce sera du moins 2 fois moins 2 moins 0 fois moins 6, ça nous donnera l'abscisse du vecteur U vectoriel V. Ce produit en croix nous donnera l'ordonnée, donc c'est du 0 fois 5 moins 2 fois 1. Et puis, le dernier, celui-ci, j'aurais pas dû changer de cette couleur, j'ai pris du vert. Je prends une autre couleur. Hop, on va prendre voilà, celui-là. Et donc ici, ça nous fait donc du 1 fois moins 6, moins 5 fois moins 2. Ok, ce qui nous donne, évidemment, je ne vais pas laisser beaucoup de place, mais ça nous donne finalement comme coordonnées. Donc là, ça nous fait du moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et là, ça fait 0, donc ça fait 4 pour l'abscisse. Là, on obtient du moins 2, ça fait plus 2, puisque 0 fois 5, ça fait 0. Et là, on obtient du moins 6 plus 10, ça fait 4. Donc voilà les coordonnées de U vectoriel V. Est-ce que vous avez trouvé ça? C'est bon? Ouais. Ok. Bon, donc ça c'est
Plus simple, c'était là, souvent mieux maîtrisé de votre part, c'est quand on a besoin des coordonnées du vecteur, du produit vectoriel, quand on connaît les coordonnées des deux vecteurs. On nous demande maintenant de calculer la norme, c'est-à-dire la même question que l'exercice 2, mais évidemment, pas avec les mêmes choses. Ici, on avait, dans l'exercice 2, on avait les normes de chacun des vecteurs et l'angle orienté entre les deux vecteurs, alors que là, on connaît les coordonnées de u vectoriel v. Bah ça c'est très simple, on sait que, je vous le rappelle, je vais vous le rappeler donc ici, que lorsque u a pour coordonnées x, y, z, vous savez que la norme de u, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. D'accord? Donc ça c'est valable pour n'importe quel vecteur dont on connaît les coordonnées dans un repère. Donc ici, c'est la norme de u vectoriel v, mais comme on connaît, ça va être racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré plus 4 au carré. Ça nous fait donc racine carrée de 16 plus 4 plus 16. 16 plus 4, ça fait 20. 20 plus 16, ça fait 36. Racine carrée de 36 est égale à 6. Donc, ce produit vectoriel, u vectoriel v, a pour norme, ce vecteur a pour norme 6. Voilà, 6 unités. C'est bon? Bien. Donc voilà pour la partie produit vectoriel. C'est il restait encore un dernier exercice, pardon. C'était la partie représentation. Je vous remontre, puisque tout à l'heure j'avais oublié de vous mettre le stream là, je vous remonte le programme. Donc le programme, hop, voilà, le programme de révision, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 thèmes là: calcul vectoriel, géométrie, équation différentielle, statistique. Dans calcul vectoriel, il y avait donc tout ce qui était composante dans un repère d'un vecteur, les coordonnées, donc ça, il n'y a pas de problème. Le produit vectoriel, il y avait 3 choses: coordonnées, normes et représentation. Donc coordonnées, normes, c'est bon, on en a parlé. Représentation, c'est donc l'exercice suivant, c'est-à-dire, on vous demande ici de tracer dans le repère de l'espace ci-dessus et avec précision le vecteur u vectoriel v. Donc cette fois, je vous en ai demandé un peu plus que ce que je vous avais demandé au contrôle, parce que ce que j'ai rajouté, c'est je veux de la précision. Donc là, on est dans un repère de l'espace et on a besoin donc de tracer le vecteur u vectoriel v. Donc il y a 3 choses quand on demande de tracer un vecteur. On a besoin de sa direction, son sens et sa norme. Donc, commençons par la direction. Il faut qu'on choisisse la direction. La direction, rappelez-vous que la direction, elle est donnée par une information, c'est que ce fameux u vectoriel v, il doit être orthogonal à u et il doit être orthogonal à v. Il doit être orthogonal à chacun des deux vecteurs. Donc, vous voyez bien que s'il faut qu'on cherche un vecteur dont la direction est à la fois orthogonale au vecteur u et à la fois orthogonale au vecteur v, perpendiculaire à la direction de u et perpendiculaire à la direction de v, il suffit de dire qu'il faut être perpendiculaire à tout le plan dirigé par le vecteur u et le vecteur v. Or, le vecteur u et le vecteur v, ils dirigent le plan qui est le plan gris, en fait, qui est dessiné ici. Et donc, la direction de u vectoriel v, ce sera une direction qui sera perpendiculaire au plan gris. Autrement dit, la direction, ce sera selon l'axe bleu, l'axe des côtes ici. D'accord? L'axe de la troisième coordonnée. Donc, même si c'était pas à rédiger ici, donc ici, il suffit de dire que la direction, je l'écris quand même, de u vectoriel v est perpendiculaire au plan. Alors c'est le plan, j'ai pas les de notation, mais c'est le plan, habituellement on l'appelle x ou y. Si là j'appelle x, o, y, et puis là que je mets petit z, c'est le plan x,
Y, d'accord? Et donc, si la direction, elle est perpendiculaire à tout le plan, donc la direction, c'est la direction de Z. C'est donc OZ. Donc, on est sûr que déjà, le vecteur U vectoriel V, on va le tracer là, sur on va tracer le représentant sur l'axe OZ. Maintenant, la question, c'est du sens. Je vous ai dit qu'un vecteur, il y a trois choses. Il y a la direction, c'est fait. Maintenant, il y a le sens. Alors, comment on sait dans quel sens il est? Est-ce qu'il est vers le haut ou vers le bas? Rappelez-moi. Qu'est-ce qui va nous indiquer dans quel sens on doit l'avoir? Vous en souvenez plus? Est-ce que le vecteur U vectoriel V va être vers le haut ou vers le bas? Et comment on le sait? Qu'est-ce qui nous l'indique? Non, pas d'idée? Eh ben, c'est la règle des trois doigts de la main droite, rappelez-vous. Ça s'appelle la règle des trois doigts de la main droite. Pourquoi on utilise cette règle-là? Parce que une des conditions, c'est aussi que U vectoriel V, ce triplet-là, dans cet ordre-là, doit être un triplet, doit donner un repère direct. Autrement dit, ça doit correspondre à ce qu'on appelle un repère direct qui correspond à la règle des trois doigts de la main droite. Donc là, il suffit de prendre sa main droite, alors là, on va le faire. On dirige le pouce selon le vecteur U, on dirige l'index selon V. Donc si vous voyez, normalement, votre main, quand elle est comme ça, U selon le pouce selon la direction et le sens de U, l'index qui représente V, et vous voyez que votre main elle doit être tournée vers le haut, et votre majeur, il doit pointer obligatoirement vers le haut. U vectoriel V, c'est un vecteur qui doit être donc orienté vers le haut. Donc, très bien, il va être donc comme ceci, orienté vers le haut. Là. Maintenant, la question c'est de combien? Puisqu'on nous demande de le faire avec précision, je vais pas quelle est sa norme? Ah donc j'ai besoin de calculer sa norme. Et donc là, on va calculer sa norme, la norme de U vectoriel V. Vous voyez que c'était un peu plus dur que ce que je vous ai demandé au contrôle, puisque je ne vous demandais pas la norme, mais là je vous la demande, la norme, mais vous savez qu'on peut la calculer facilement. C'est la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue de sinus de l'angle UV. Donc la norme de U, là on pouvait la lire, c'était 2. Alors, 2 petites secondes. Je peux pas, je suis en train de travailler. Voilà, désolé, petite interruption familiale. Donc, la norme de U, je disais donc, on voit bien que c'est égal à 2, ça se lit facilement. La norme de V, on voit que la pointe de la flèche va sur le 4, donc c'est 4. Et le sinus de UV, là, puisqu'on est dans un repère, on l'imagine, même si j'aurais pu l'indiquer que c'est un repère orthonormé, on a un angle de pi sur 2. Donc c'est le sinus de 90 degrés ou pi sur 2 radians, comme vous voulez. Soit vous mettez pi sur 2, soit 90 degrés, peu importe. Or, le sinus de 90 degrés, ça vaut toujours 1. Donc c'est 2 fois 4 fois 1, c'est-à-dire 8. La norme doit être égale à 8. Et voyez qu'avec ça, ouais, c'est bon, je vais le faire un peu plus épais peut-être. Et donc mon vecteur U vectoriel V, il doit être à peu près comme ça. Ça, c'est votre vecteur U vectoriel V. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Pour ceux qui ne l'avaient pas fait.
Kylian, Cyril, Timothée, là, tous les trois. Ça va? Hein, donc là, voilà, on peut attendre des choses un peu plus précises, pas seulement être capable de décrire le vecteur dans la bonne direction et le bon sens, mais de représenter le vecteur par la bonne direction et le bon sens, mais aussi, on peut rajouter la norme puisque on a la petite formule qui nous permet de calculer la norme à partir de la norme de U et la norme de V. Ok? Bien, dernière partie de cette première fiche, c'était donc la notion de barycentre. Donc ça, pareil, il y a quand même passé du temps. Donc j'espère que vous avez bien réussi. Ça ressemblait aussi à ce qu'on a fait dans le contrôle. Donc il suffisait de revoir un petit peu le contrôle sur le barycentre pour se rappeler des méthodes. Donc, rédigeons ça correctement. R, c'est le barycentre de K2T-5. Vous vous rappelez que pour construire ce fameux barycentre, il va falloir évidemment passer par les égalités vectorielles. Donc K2 T-5. On a une seule formule qui nous intéresse, qui nous permet ici de placer T, c'est le fait qu'on sait que cette égalité est équivalente à vecteur KR. KR, le vecteur KR, c'est égal à fameuse formule bêta sur alpha plus bêta, je peux l'écrire ici, fois le vecteur KT. On peut rajouter que alpha est égal à 2 et que bêta est égal à moins 5. Ce sont les poids de nos points pondérés. Coefficients. Donc ça nous fait KR est égal à moins 5 sur 2 plus moins 5. Fois le vecteur KT. Ça nous donne donc vecteur KR est égal à moins 5 sur moins 3 fois le vecteur KT. Et moins 5 sur moins 3, c'est évidemment 5 tiers de KT. Ok. Voilà, donc ensuite, on se dit, ok, donc on va placer. Donc la première chose à faire, c'est de tracer cette droite-là et de se dire, ok, le vecteur, le point R, il est défini comme étant, comme par l'égalité KR, donc de K vers R, c'est 5 tiers de KT. Donc vous vous rappelez, il suffit de partager notre segment KT en 3. On peut le faire très précisément en utilisant le terme de Thalès, mais on vous demandera pas d'être si précis. Donc, on le fait un peu à la louche, là. Donc, on partage en 3. Voilà. Et ça nous permet de visualiser ce que c'est qu'un tiers du segment KT. Et on doit prendre 5 tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Et donc, à cet endroit-là, c'est votre barycentre. On vérifie si c'est cohérent par rapport à nos poids. On voit si c'est bien un point d'équilibre en imaginant que en K, on a ici 2 kg par ici et en T, on a 5 kg par ici ou 5 newtons si on imaginait des newtons. Et est-ce que ça équilibre notre système? Sûrement que ça a l'air d'être logique que notre point d'application est ici. Ok? Bon, voilà pour l'exercice 5. Exercice 6, donc il faut, pareil, construire un barycentre, cette fois de 3 points pondérés, donc il y a un peu plus d'étapes, mais on va passer par le théorème du barycentre partiel. Donc, voilà, c'est moins 6. Donc, première étape, rappelez-vous qu'on va choisir un barycentre partiel. On va choisir un barycentre de 2 points. Donc, on va dire soit G', le barycentre, et on choisit 2 des 3 points. La seule chose, c'est qu'il faut que le barycentre existe. Autrement dit, il ne faut pas que la somme des coefficients soit égale à 0. Donc, on peut prendre A et B sans problème, là, puisqu'on a A3, B-4. N'oubliez pas que si jamais il y avait 2 points qui avaient le même poids, le même coefficient, dans ce cas-là, ça vaudrait le coup de prendre ces 2 points-là, parce que dans ce cas-là, le barycentre serait, l'isobarycentre serait au milieu. Mais là, c'est pas le cas, on a 3, moins 4 et moins 6, donc on peut prendre ce que l'on veut. Donc, G', c'est le barycentre de A3, B-4.
On écrit, c'est donc équivalent à ce que le vecteur AG' est égal à bêta moins 4 sur alpha plus bêta, 3 plus moins 4 fois le vecteur AB, ce qui nous donne que AG', donc ça fait moins 4 sur moins 1 c'est 4 fois le vecteur AB. Donc voilà notre première égalité de vecteurs, et cette égalité-là va nous permettre de placer, ça va nous permettre donc de placer le point G'. Donc AG', c'est 4 fois AB. Donc là, c'est pareil, je vais tracer ma droite AB. Voilà. Et donc, je dois reporter 4 fois mon vecteur AB à partir de mon point A. Donc, ça fait 1 fois AB, 2 fois AB, 3 fois AB, 4 fois AB. D'accord? Et donc, je sais que G', le barycentre partiel, il se trouve ici. Je peux mettre un petit codage. On en est là. On n'a pas terminé. C'est à ce moment-là qu'on utilise le théorème du barycentre partiel qui nous dit que G sera aussi le barycentre, le G que l'on cherche, sera le barycentre du barycentre partiel G' affecté de la somme des poids, donc 3 plus moins 4, c'est-à-dire moins 1, la somme des poids des deux points A et B qu'il représente, et du point C de poids moins 6. On refait la même chose, c'est-à-dire cette égalité elle est équivalente à G', vecteur G' est égal à moins 6 sur moins 1 plus moins 6 fois le vecteur G', ce qui nous donne que G' est égal à moins 6 sur moins 7, c'est-à-dire 6 septièmes de G'. Voilà la deuxième égalité. Donc cette deuxième égalité nous permet de placer G. Donc cette fois c'est entre G' et C. Donc on doit tracer, je vais peut-être le faire d'une autre couleur, par exemple en orange comme ça. Donc on va tracer CG'. Voilà. On a ensuite à partager notre segment G''C en 7 parts égales. Donc 7 parts égales, alors là c'est un petit peu à la louche, hein. Je vais faire hop. Donc là je partage en 2, puis en 3. Voilà, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on en prend 6 en partant de G'. Donc de G' à G. Donc ici, voilà votre barycentre, il va se trouver exactement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. G' se trouve ici. Ok? Alors peut-être que vous n'avez pas la même construction, puisque vous avez peut-être fait d'autres choix au moment où vous avez choisi votre barycentre partiel. Vous avez peut-être choisi le point A et B, le point A et C, le point B et C, etc. Donc c'est normal si graphiquement vous n'avez pas tout à fait la même chose. Après, si vous avez choisi les mêmes points que moi, vous devriez avoir la même construction. Ça va pour le barycentre de 3 points pondéré? C'est bon pour vous? Ok. Timothée, Kylian? Ok. Bien. Ben voilà. Il n'y a plus qu'un dernier exercice. C'est donc le centre d'inertie d'une plaque homogène, Donc là, ça ressemblait aussi un peu à ce que vous avez fait en contrôle, sauf que cette fois, on a un carré qui correspond à la partie trouée. Hein. On a un trou carré dans une plaque homogène circulaire. Et donc, on nous demande de construire avec justification le centre d'inertie. Première chose à faire, on trouve le centre d'inertie de chacun des morceaux, de chacune des parties, c'est-à-dire de la plaque circulaire complète, bah ça c'est facile, c'est le point A qui est le centre. Et puis, on peut trouver le centre d'inertie de la partie trouée, c'est-à-dire, bah, comme c'est un carré, il suffit de
faire le point d'intersection des diagonales. Et donc, voilà notre centre d'inertie. On peut l'appeler B, par exemple, qui serait le centre d'inertie de cette plaque-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc ici, en fait, on les avait appelés I1, I2, centre d'inertie 1, qui serait le point A, et centre d'inertie 2, qui serait le point B. Qu'est-ce qu'on sait? Ben, que le centre d'inertie de I de notre plaque, rappelez-vous, c'est le barycentre du centre d'inertie A affecté de l'air, alors on peut l'appeler A1, comme ça, qui serait l'air du disque complet, et du centre d'inertie, donc B, affecté, alors comme c'est une partie trouée, rappelez-vous, on va mettre un coefficient négatif, et c'est moins A2. A2 qui va être donc l'air de notre carré. Donc on doit calculer évidemment A1 et A2 pour pouvoir le faire. Donc A1, c'est l'air d'un disque, donc c'est pi fois le rayon au carré. On nous dit que le rayon du disque c'est 4, donc ça fait pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 16 pi. Le côté du carré est égal à 2, donc A2 c'est le côté au carré, c'est-à-dire 2 au carré, ça fait 4. Finalement, I, c'est donc le barycentre de A affecté de 16 pi et B affecté du poids moins 4. On a donc juste un barycentre à calculer, un barycentre de AB. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, pareil, toujours pareil, ça c'est équivalent à ce que le vecteur AI est égal à bêta sur alpha plus bêta, donc moins 4 sur 16 pi plus moins 4 fois le vecteur AB. Alors cette fois, on va pas garder, là ça se simplifie pas, on va pas, c'est pas très pratique, donc on va calculer une valeur approchée de moins 4 sur, puisque nous on veut construire une position approchée du centre d'inertie. Ce ne sera pas une position exacte, évidemment. Donc, on a calculé combien fait moins 4 sur 16 pi plus moins 4. Donc, calculons, ça fait moins 4, donc divisé par 16 pi moins 4. Plus moins 4, c'est-à-dire moins 4. On trouve que ça fait à peu près moins 0, on va arrondir à 10 moins 2 près, ça fait moins 0,0, on va dire à 10 moins 1 près, moins 0,1, ce sera suffisant. Oups, j'ai perdu mon... Voilà. Donc ça fait environ moins 0,1 fois AB. Et moins 0,1 fois AB, il ne faut pas hésiter à le remettre en fraction, c'est-à-dire moins 1/10 de AB. Autrement dit, mon segment AB, je vais donc le partager en 10 parts égales. Alors, je peux mettre ça. Voilà. On le partage en 10 parts égales pour voir ce que c'est qu'un dixième. Et rappelez-vous, on va de A vers I en faisant moins 1/10 de AB. Autrement dit, il faut, ça se prolonge encore un peu de ce côté, puisque le centre d'inertie va être de ce côté. Alors, si je partage en 5, ça fait ça. Si je repartage encore en 2, pardon, ça fait ça. Si je repartage en 5, ça fait un truc relativement petit. Autrement dit, mon centre d'inertie de ma plaque, il devrait être à peu près ici. D'accord? Sachant que cette petite distance, c'est à peu près 1/10 de celle-là. Voilà. Est-ce que ça va pour le centre d'inertie? Là, vous avez à peu près trouvé ça? Ouais. Ok. Bon. Donc, pas de problème sur cette première fiche de révision. Ça va? On est bien d'accord que en restant sur l'idée du CCF de 55 minutes, ça ne peut être que des petites applications simples de toutes les petites notions qu'on a vues.
même si ça pourrait faire partie d'un problème un peu plus grand, mais voilà, tous ces petits savoir-faire, on n'ira pas au-delà, je ne vous demanderai pas des choses au-delà de nos fiches de révision, donc ces fiches de révision vous montrent un peu ce qu'il faut savoir faire tout seul. Donc pour les questions que vous n'avez pas su traiter, maintenant vous savez ce qu'il faut retravailler, d'accord, ça c'est important de se dire que voilà ce qu'il faut savoir faire sur la partie calcul vectoriel. Alors c'est pas il y a quand même un peu de travail, il y a des choses à savoir. Évidemment, c'est toujours la partie équation différentielle qui demande un peu plus de travail, mais voilà. Ça, c'est à maîtriser dans ce thème-là. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? On va s'arrêter là, hein, on a fait presque 1 heure. Est-ce que vous avez des questions encore là sur la fin d'année? Est-ce que vous avez tout compris? Bon, vous êtes que 3, donc la plupart vont pas avoir d'infos. Dès que j'aurai des informations officielles, vous les aurez peut-être avant moi parce qu'il y aura peut-être d'autres profs qui vous les donneront, mais je écrirai un mail, en tout cas pour la partie mathématique, pour vous expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer. C'est bon pour tout le monde? Ok, et ben je vous souhaite... Alors attendez, je vous souhaite rien du tout. On va écrire le travail à faire pour l'instant, puisque il va y avoir les petites vacances, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous pendant ces vacances. On va évidemment continuer les révisions. Donc vous prenez votre agenda et on va écrire le travail à faire. Donc on va pas refaire de cours comme ça en live pendant ces 2 semaines. Par contre, vous avez un travail à faire pour lundi 13. Donc pour lundi 13, alors vous le notez, mais de toute façon, je vais envoyer par mail, puisque je dois vous envoyer la fiche numéro 2. Donc pour lundi 13, c'est petit 1, donc il faut avoir fait la fiche numéro 2. La fiche de révision numéro 2, elle est assez courte, hein, donc ça ne va pas vous prendre 1 semaine. Et petit 2, visionner la correction en vidéo, qui sera donc en ligne le lundi 13. Donc ça, c'est votre travail à faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous faites la fiche numéro 2, que j'envoie. Donc je l'envoie par mail à la suite du cours là. Et petit 2, vous visionnez la correction en vidéo. Voilà, et vous me poserez des questions si besoin. A priori, à ce moment-là, je vous, ce lundi 13, en même temps, après avoir visionné vos corrections, etc., je vous enverrai sûrement la fiche numéro 3, qui sera à faire pour la rentrée. D'accord? Et là, ce sera les équations différentielles du premier ordre et du second ordre. Il y aura sûrement un peu plus de travail, un peu plus d'exemples différents. Ok? Voilà, on s'arrête là. Donc je vous souhaite de bonnes vacances, et puis n'hésitez pas à poser des questions si besoin.